Identité reliant explicitement ces périodes automorphes aux valeurs centrales de fonctions L correspondantes. Ces conjectures portent en fait sur tous les groupes dits classiques, c'est-à-dire qu'il existe des conjectures dans le cas des groupes orthogonaux, des conjectures dans le cas des groupes symplectiques, qu'il faut en fait considérer en même temps que certaines extensions de ces derniers, on appelle les groupes métaplectiques, et puis des conjectures dans le cas des groupes unitaires, auxquels, par souci de simplicité, je me restreindrai dans cet exposé. Et comme on le verra, il faudra distinguer en fait le cas des groupes unitaires d'espace hermitien et le cas des groupes unitaires d'espace anti-hermitien. Et comme je l'ai dit dans mon titre, ces conjectures ont connu un certain nombre de progrès récents. Et plus spécifiquement, les conjectures locales ont maintenant été démontrées dans presque tous les cas. Tout d'abord par Walspurgé et Meuglin-Walspurgé dans le cas des groupes orthogonaux p-adiques. Puis par moi-même et indépendamment par Hongyu et pour les groupes unitaires hermitiens. Mais aussi, donc c'était étendu par la suite par Gan et Shino au cas des groupes unitaires anti-hermitiens p-adiques et enfin par Hiraku Atobe pour les groupes symplectiques p-adiques. Je donnerai plus de détails tout à l'heure. Et puis les conjectures globales ont quant à elles aussi connu un certain nombre de progrès puisqu'elles sont maintenant démontrées pour les groupes unitaires sous certaines restrictions que je préciserai. Tout d'abord par Wei Zhang dans le cas hermitien à la suite de travaux préliminaires de Jacques Eralis et de Ziwei Yun. Par une méthode qui a par la suite été étendue par Hang Sue pour traiter le cas des groupes unitaires anti-hermitiens, en se basant sur un travail préliminaire de Yifang Liu. Alors avant de rentrer dans le détail de ces conjectures, je voudrais commencer par donner deux exemples de cas particuliers de ces conjectures, qui en fait précèdent leur formulation. Le premier exemple, c'est un problème classique de loi de branchement entre groupes unitaires réels compacts. Donc je noterai classiquement U2K, le groupe unitaire réel compact de rang K, défini matriciellement comme ceci. On se donne un entier n plus grand que 1 et on plonge un dans un plus 1 de façon naturelle. Et donc le problème qu'on se pose, c'est le suivant. Soit pi une représentation irréductible à coefficient complexe de un plus 1. Donc une telle représentation est nécessairement de dimension finie, puisque un plus 1 est compact. Et ce qu'on cherche à trouver, c'est la décomposition de la restriction de cette représentation à un en représentation irréductible du sous-groupe. Et une telle décomposition constitue ce qu'on appelle classiquement une loi de branchement. Alors, toute réponse intelligible à un tel problème nécessite évidemment au préalable de disposer de paramétrisation adéquate des représentations irréductibles de un et un plus 1. Et une telle paramétrisation est précisément fournie par les théories du plus haut poids de Cartan-Weil, qui, dans les cas particuliers qui nous intéressent, stipule qu'il existe des bijections naturelles entre les ensembles de représentations irréductibles de un et un plus 1, à isomorphisme près, bien entendu, et les ensembles de n et n plus 1 uplés d'entiers décroissants. Donc bijection que je noterai bêta donne sigma bêta pour un et alpha donne pi alpha pour un plus 1. Et donc en utilisant ces paramétrisations, la solution au problème que l'on se pose, elle a été donnée par Hermann Weyl dans un article de 1946, et elle s'énonce comme suit. Si vous prenez la représentation irréductible pi alpha, sa restriction à un se décompose comme une somme directe indexée par des n uplés d'entiers, qui entre alpha au sens où bêta i est coincé entre alpha i et alpha i plus 1, de la représentation irréductible sigma bêta. Donc dans ce cas-là, on a une réponse complètement explicite à la loi de branchement. Et on peut reformuler un tout petit peu cette loi de branchement en regardant un espace d'entrelacement. Donc cette loi de branchement stipule que l'espace des entrelacements un équivariant entre pi alpha et sigma bêta est tout d'abord toujours de dimension au plus 1, puisque comme vous le voyez, dans la restriction, vous voyez apparaître des représentations irréductibles qu'avec multiplicité 0 ou 1, et que de plus, cet espace d'entrelacement est non nul, précisément lorsque alpha et bêta vérifient la condition de branchement que je viens de vous décrire. D'accord ? Donc en fait, c'est sous cette forme que les conjectures locales de Gann-Gross-Prasad se généralisent à des groupes unitaires plus généraux, c'est-à-dire réels, non compacts ou même p-adiques, donc sous la forme d'une description de la dimension d'un espace d'entrelacement. Le deuxième exemple, le cas particulier des conjectures de Gann-Gross-Prasad que je voudrais donner, un cas particulier de la conjecture globale, et c'est aussi un cas particulier d'une célèbre formule de Walspurgé pour les formes de masse de niveau 1. Donc on se donne F, une forme de masse propre de niveau 1. Je rappelle brièvement ce que cela signifie. Cela signifie que F est une fonction C infini sur le demi-plan de Poincaré, qui est invariante par l'action usuelle de SL de Z par homographie, et qui est une valeur propre du Laplacien hyperbolique, grand delta, une valeur propre que je note lambda, qui est à croissance modérée en ce sens que f de x plus iy est essentiellement borné par une puissance de y lorsque y tend vers l'infini,
et qui enfin est aussi propre pour certains opérateurs qu'on appelle les opérateurs de Hecke, TP, qui sont indexés par les entiers premiers P et qui constituent en quelque sorte des analogues ultramétriques du Laplacien hyperbolique. Alors une telle forme de masse possède nécessairement un développement de Fourier de la forme suivante. Vous avez tout d'abord un coefficient constant, qui est une fonction qui ne dépend que de y, et puis les coefficients correspondant aux entiers non nuls sont de la forme un coefficient complexe, an, fois la racine carrée de y, fois essentiellement une fonction de Bessel de paramètre nu, qui est reliée simplement à la valeur propre du Laplacien hyperbolique. Et donc pour continuer, je vais faire les deux hypothèses simplificatrices suivantes. On va supposer tout d'abord que notre forme de masse est paire, c'est-à-dire que f de moins z bar égale f de z, et que de plus elle est cuspidale, c'est-à-dire que le terme constant du développement de Fourier est identiquement nul. Alors à une telle forme de masse, on peut associer un invariant très important, qui s'appelle sa fonction L complétée, et qui est essentiellement donné par la série de Dirichlet des coefficients de Fourier de f, complétés par un certain produit de facteur gamma, que je vous donne ici. Puis on peut aussi définir une variante, qui est la fonction L complétée tordue, ici par un certain caractère de Dirichlet quadratique qui, que je prends impair, et qui est à nouveau, cette fonction L complétée est à nouveau essentiellement donnée par une série de Dirichlet, série de Dirichlet des coefficients de Fourier de f, tordus par le caractère qui. Et alors ces fonctions L complétées, elles possèdent de très bonnes propriétés, puisqu'elles admettent des prolongements holomorphes à tout le plan complexe, et qu'elles vérifient des équations fonctionnelles très simples, qui font de 1,5 un centre de symétrie de ces fonctions. Donc ces fonctions L complétées, c'est le premier ingrédient essentiel dans la formule de Walsh-Purgé que je vais maintenant énoncer. Le deuxième ingrédient dont on a besoin, c'est une extension quadratique imaginaire de Q, de discriminant fondamental que je noterai petit d. Et ce qui importe sur cette... ce que va nous apporter cette extension imaginaire, c'est la notion de point de Heegner. Et donc un point de Heegner, c'est l'unique racine dans le demi-plan de Poincaré d'un trinôme à coefficient entier et de discriminant d. Donc maintenant, on a tous les ingrédients pour énoncer la formule de Walsh-Purgé qui date de 1985 pour ces formes de masse. Et cette formule stipule que si vous sommez votre forme de masse sur l'ensemble des orbites sous SL de Z de points de Heegner, donc il est facile de voir que l'action de SL de Z préserve l'ensemble des points de Heegner, cette quantité au carré est égale à un facteur élémentaire près au produit de deux valeurs centrales de fonction L complétée. La fonction L complétée de f et la fonction L complétée de f tordue par un certain caractère quadratique. Et comme je l'ai dit, cette formule de Walsh-Purgé, c'est un cas particulier des conjectures globales de Gann-Gross-Prasad. Et pour être plus précis, les conjectures globales de Gann-Gross-Prasad prédisent à quelques nuances près qu'en fait le membre de gauche de la formule de Walsh-Purgé est non nul, si et seulement si le membre de droite est non nul. Tandis que le raffinement d'Ishino et Ikeda, dont j'ai parlé au début, permet de retrouver la formule exacte de Walsh-Purgé. Donc ceci conclut mes deux exemples, et je voudrais maintenant tout d'abord rentrer un peu dans le détail de la conjecture locale. Donc la conjecture locale, on se place dans la situation suivante. On se donne E sur F, une extension quadratique de corps locaux de caractéristique 0. Donc en d'autres termes, on a soit que F est le corps des nombres réels et E le corps des nombres complexes, soit que E et F sont des extensions finies du corps des nombres p-adiques, QP, pour un certain nombre premier P. On notera sigma l'élément non trivial du groupe de Galois, et puis signe de E sur F sera le caractère quadratique de F étoile de noyau, l'image de la norme. On se donne aussi deux espaces hermitiens ou anti-hermitiens, W et V, avec W incluant V, vérifiant la condition importante suivante, que la codimension de W dans V est 1 dans le cas hermitien et 0 dans le cas anti-hermitien. Donc en d'autres termes, dans le cas anti-hermitien, on a juste W égale V. Et puis dans le cas hermitien, W, c'est un hyperplan non dégénéré de V. Les groupes qu'on va considérer sont les suivants. Donc on notera G, le produit des deux groupes unitaires, et H, le petit groupe unitaire, donc le groupe unitaire de W. Et on dispose d'un plongement naturel de H dans G, qui est en fait le plongement en diagonale. C'est-à-dire que sur le premier facteur, c'est l'identité. Sur le deuxième facteur, c'est l'inclusion naturelle entre groupes unitaires. Alors ces groupes sont naturellement des groupes topologiques, ils héritent du corps de base d'une topologie, qui font des groupes de Lie dans le cas archimédien, c'est-à-dire dans le cas réel, et des groupes localement profinis dans le cas p-adique. Je rappelle qu'un groupe localement profini, c'est un groupe qui admet une base de voisinage d'éléments neutres formés de sous-groupes compacts. Et pour de tels groupes, on dispose d'une bonne notion de représentation irréductible.
qu'on appelle les représentations irréductibles lisses, que je considérais des représentations irréductibles lisses de G, où ici le terme lisse signifie que les orbites sont localement constantes dans le cas p-adique, et puis dans le cas réel, c'est un tout petit peu plus technique, il faut prendre une représentation sur un espace de Fréchet qui est C infini dans le sens classique, et avec une certaine condition de croissance modérée, que je ne préciserai pas. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir ici, c'est que dans le cas réel, l'espace de la représentation possède une certaine topologie. Et G, c'est un produit de deux groupes unitaires, et comme dans le cas des groupes finis, on peut en fait décomposer les représentations irréductibles lisses de G en produit tensoriel de deux représentations irréductibles des groupes unitaires de W et de V, que je noterai pi W et pi V. Et puis enfin, une notation, je noterai IR de G, l'ensemble des classes d'isomorphisme de telles représentations irréductibles lisses de G. Donc comme je l'ai dit au début, la conjecture locale porte sur certains problèmes de restriction. Et pour définir ces problèmes de restriction, j'ai encore besoin de définir une certaine petite représentation nue du sous-groupe H. Alors, dans le cas hermitien, c'est relativement facile, parce que nu, c'est juste la représentation triviale. Et dans le cas anti-hermitien, c'est un peu plus délicat. On procède en deux temps. Il faut d'abord plonger notre groupe unitaire, un groupe unitaire anti-hermitien dans un certain groupe symplectique, de la restriction AF de notre espace anti-hermitien W. Donc cette restriction AF est naturellement munie d'une forme symplectique, en prenant la trace de la forme anti-hermitienne sur W. Et puis on notera MP de cet espace symplectique. C'est une certaine extension qui apparaît souvent en théorie des représentations du groupe symplectique qu'on appelle l'extension métaplectique. C'est une extension centrale du groupe symplectique par C étoile. Alors en fait, on peut relever le groupe unitaire dans l'espace métaplectique. Il existe un relèvement. Mais ce relèvement, malheureusement, dépend d'un choix qu'on va le devoir faire dans toute la suite. Il dépend d'un caractère multiplicatif mu de E, dont la restriction à F coïncide avec le caractère quadratique que je venais de définir, signe de E sur F. Et puis, cette extension métaplectique, elle possède une représentation très intéressante qui s'appelle la représentation de Weil, qui est associée à un caractère additif psi0 du corps de base. Et leur petite représentation nue dans le cas anti-hermitien, c'est en fait la composée de cette représentation de Weil avec le relèvement qu'on vient de fixer. Donc ça me définit la représentation nue de H dans tous les cas. Et le problème auquel on va s'intéresser, c'est le suivant. On va regarder l'espace des entrelacements H équivariants entre pi et la représentation nue. Et on va s'intéresser plutôt à la dimension de cet espace d'entrelacement, qu'on appelle la multiplicité de pi. Et alors, dans le cas, comme vous voyez, dans le cas hermitien, pi, comme je l'ai dit, c'est un produit tensoriel de représentation irréductible de groupe unitaire de W et V. Et vous pouvez réécrire cet espace d'entrelacement, comme tout à l'heure, comme un espace d'entrelacement UW équivariant entre une représentation du gros groupe unitaire vers une représentation du petit groupe unitaire, quitte à passer à la contragradient. On retrouve le problème de branchement qu'on avait considéré pour les groupes réels unitaires compacts. Alors, il y a un résultat qui sous-tend tout ce que je vais dire par la suite, qui est un résultat de multiplicité 1, qui généralise ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est dû à un certain nombre de gens, et qui stipule que pour toute représentation irréductible pi de G, cette multiplicité que l'on vient de définir est toujours au plus égal à 1. Et donc partant de ce constat, la conjecture locale de Green-Gross-Prasad, essentiellement ce qu'elle fait, c'est qu'elle décrit les représentations irréductibles pi de G pour laquelle la multiplicité vaut exactement 1. Et on appelle de telles représentations des représentations distinguées. Alors, tout comme dans le cas des lois de branchement entre groupes unitaires réels compacts, pour apporter une réponse intelligible à ce problème de décrire les représentations distinguées, on a besoin de disposer d'une paramétrisation de l'ensemble des représentations irréductibles de G. Et une telle paramétrisation est précisément fournie par ce qu'on appelle la correspondance de Langlands locale, dont je vais maintenant parler brièvement, avant de revenir à la conjecture locale de Green-Gross-Prasad. Alors, pour cela, j'ai besoin d'introduire le groupe de Weil de ligne d'un corps local. Tout d'abord, le groupe de Weil, corps local, je rappelle rapidement ce que c'est. Dans le cas p-adique, on dispose d'une surjection naturelle entre le groupe de Galois absolu de grand F vers le groupe de Galois absolu de son corps résiduel.
de noyau grand IF qu'on appelle le sous-groupe d'inertie. Et le groupe de Weil WF, c'est simplement le sous-groupe de ce groupe de Galois absolu, des éléments qui s'envoient sur une puissance entière du Frobenius. Dans le cas archimédien, par contre, c'est encore plus simple. On peut décrire totalement explicitement le groupe de Weil, puisque dans le cas complexe, c'est simplement C étoile. Et dans le cas réel, c'est une extension non triviale de Z sur 2Z par C étoile, que l'on peut naturellement réaliser dans le groupe des quaternions inversibles. Et le groupe de Weil de ligne, c'est simplement, dans le cas péadique, le produit de ce groupe de Weil avec SL2 de C. Et dans le cas archimédien, c'est simplement le groupe de Weil. Alors, ce groupe de Weil de ligne va me permettre de définir un ingrédient essentiel à la correspondance de Langlands locale, ce qu'on appelle les paramètres de Langlands. Je vais seulement définir dans le cas des groupes unitaires, qui sont les groupes qui m'intéressent. Alors, on se donne V, maintenant, pour l'instant, juste un seul espace hermitien ou anti-hermitien de dimension n. On peut voir le groupe unitaire de V comme un groupe algébrique sur grand F, qui se trouve être réductif et connexe. Et donc, suivant Langlands, on peut associer à ce groupe algébrique un L-groupe, qui est en fait un produit semi-direct d'un certain groupe réductif complexe connexe, U de V chapeau, par le groupe de Weil. Alors, dans le cas des groupes unitaires, on a une description très concrète de ce que c'est que ce L-groupe, puisque le groupe U de V chapeau, c'est simplement GLN de C, où N, je rappelle, c'est le rang du groupe unitaire. Et l'action du groupe de Weil se factorise par la surjection naturelle sur le groupe de Galois de notre extension, l'élément non trivial de ce groupe de Galois agissant par un certain automorphisme extérieur, qui est en fait l'application adjointe pour une forme quadratique ou symplectique, suivant la parité de N. Alors ceci me permet maintenant de définir la notion de paramètre de Langlands. Paramètre de Langlands, c'est un certain type d'homomorphisme, dit admissible, c'est-à-dire vérifiant certaines propriétés de continuité, semi-simplicité et d'algébricité sur le facteur SL2, du groupe de Weil de ligne vers le L-groupe. Homomorphisme que l'on suppose comité aux projections naturelles sur le groupe de Weil et qui sont considérés à conjugaison par la composante neutre, U de V chapeau, conjugaison près par U de V chapeau. Donc on notera grand phi de U de V, l'ensemble de ces paramètres de Langlands. Alors à nouveau, dans le cas des groupes unitaires, on peut donner une description plus concrète de ce que sont ces objets. Parce qu'en fait, on peut montrer que par restriction au groupe de Weil de ligne de E, qui est naturellement un sous-groupe du groupe de Weil de ligne de F, on obtient une bijection entre l'ensemble des paramètres de Langlands pour U de V et un certain ensemble de représentations continues, semi-simples et algébriques du groupe de Weil de ligne de E, qui sont de dimension n, et qui vérifient une certaine condition d'autodualité. Donc on parle de représentation -1 puissance n plus 1 conjuguée duale. Alors je vais rappeler maintenant rapidement ce que ce dernier terme signifie. Parce que là, le plus simple, c'est de fixer un relèvement C dans le groupe de Weil de F de l'élément non trivial sigma du groupe de Galois. Et dans ce cas-là, on dit qu'une représentation phi du groupe de Weil de ligne de E est epsilon conjugué dual, où epsilon est un signe. Si il existe une forme bilinéaire, grand B, non dégénérée sur l'espace de la représentation, qui vérifie ces deux relations ici. Donc la première relation stipule en fait qu'il existe un isomorphisme entre phi et la contragrédiente de sa conjuguée par C, d'où le terme de conjugué dual. Et puis vous avez une deuxième condition qui est une certaine condition de signe. Et donc une telle forme B, on appellera une telle forme B une forme epsilon conjuguée dual. Et donc comme je l'ai dit, ces paramètres de Langlands que l'on vient de décrire sont l'ingrédient essentiel à la formulation de la correspondance de Langlands locale. Mais je vais avoir besoin de la correspondance de Langlands locale dans sa version la plus précise, pour laquelle j'ai besoin d'introduire encore une notation qui provient de la construction suivante. Si on se donne un paramètre de Langlands phi, on peut lui associer un groupe fini, que je note S phi, c'est le groupe des composantes du centralisateur dans U de V chapeau de l'image de phi. Il se trouve que pour le groupe unitaire, c'est toujours un groupe abélien fini, qui est même un produit un nombre fini de copies de Z sur 2Z. Alors à nouveau, on peut donner une description encore plus concrète, dans le cas des groupes unitaires. Donc si phi correspond à une représentation du groupe de Weil de ligne petit phi, du groupe de Weil de ligne de E, qui est -1 puissance n plus 1 conjugué dual, et qu'on fixe une forme -1 puissance n plus 1 conjugué dual sur l'espace de cette représentation, alors on a une identification canonique entre ce groupe abélien fini, S phi, et le groupe des composantes d'un groupe que je noterai hôte de phi et de B, simplement le groupe des automorphismes linéaires de la représentation petit phi,
qui commute à l'image de phi et qui préserve la forme B. Alors j'ai tous les ingrédients nécessaires maintenant pour vous énoncer la correspondance de Langlands locale, qui en fait, suivant une idée du Vaughan, s'énonce plus simplement si on considère plusieurs groupes à la fois. Il faut en fait considérer notre groupe unitaire ainsi que d'autres groupes qu'on appelle ces formes intérieures pures, qui sont simplement en fait, les groupes hermitiens ou anti-hermitiens de même dimension n que l'espace dont on est parti V. Donc, ce sont aussi des groupes unitaires. Et partant de cela, je peux maintenant énoncer la correspondance de Langlands locale, qui stipule deux choses. Tout d'abord qu'il devrait exister des partitions de l'ensemble des représentations irréductibles de ces formes intérieures pures en ensemble fini, qu'on appelle des L paquets, ici, que je note pi de uv' de phi, et qui sont paramétrés par les ensembles de paramètres de Langlands pour les groupes unitaires de rang n. Et puis, il y a une deuxième partie à la conjecture, qui est celle où interviennent les formes intérieures pures, c'est que si vous faites l'union sur toutes les formes intérieures pures des L paquets correspondant à un paramètre de Langlands donné phi, ceci est en bijection naturelle, avec l'ensemble des caractères S phi chapeau du groupe fini que l'on vient d'introduire, associé au paramètre de Langlands phi. Bijection que je noterai qui donne pi de phi qui. Donc pi de phi qui, c'est la représentation irréductible, pas forcément de groupe unitaire dont on est parti, mais d'une certaine forme intérieure pure de ce groupe unitaire. Alors, cette correspondance de Langlands locale, elle fournit très exactement ce dont on avait besoin, c'est-à-dire une paramétrisation complète de l'ensemble des représentations irréductibles d'un groupe unitaire. Et on demande bien sûr à cette paramétrisation de vérifier certaines propriétés que je ne... Il se trouve que dans le cas des groupes unitaires, il existe des relations que l'on appelle les relations endoscopiques, que je ne préciserai pas, mais qui caractérisent uniquement la correspondance si elle existe. Alors, il y a une petite subtilité ici, c'est que j'ai dit que la deuxième bijection est une bijection naturelle. En fait, elle dépend d'un choix, ce n'est pas tout à fait canonique, puisque les relations endoscopiques dont je viens de parler dépendent en fait d'une normalisation de certains facteurs qu'on appelle des facteurs de transfert, et que cette normalisation nécessite de choisir ce qu'on appelle une donnée de Whittaker, nθ, où n c'est radical unipotent d'un sous-groupe de Borel défini sur F d'une forme intérieure pure, et θ c'est un caractère de ce radical unipotent qui est générique. Alors générique, ça signifie juste que le centralisateur de ce caractère est minimal. Et pour les groupes unitaires, on peut spécifier une telle donnée de Whittaker, et il se trouve qu'on peut spécifier une telle donnée de Whittaker simplement en fixant un caractère additif. Donc soit un caractère additif psi de E qui est trivial sur le F, dans le cas hermitien, soit un caractère additif du corps de base grand F, dans le cas anti-hermitien. Donc il y a à chaque fois, il y a un certain nombre de choix qu'on doit faire pour fixer les choses, mais à chaque fois, on se ramène à choisir des caractères additifs. Donc concernant par contre le statut, cette correspondance de Langlands, elle est connue depuis un certain temps dans le cas archimédien, puisqu'elle a été construite par Langlands lui-même, au début des années 70, et que cette correspondance vérifie les propriétés attendues a été vérifiée par Schellstadt et Meso. Dans le cas péadique, c'est beaucoup plus récent, et ça découle un nombre impressionnant de travaux de ces 30 dernières années. Et plus particulièrement, la conjecture de Langlands locale pour les groupes unitaires a maintenant été démontrée en toute généralité pour les groupes péadiques par Mock, d'une part, et Kalita, Mingashin et White, d'autre part. Ces travaux généralisent en fait les travaux précédents d'Arthur, qui traitent des groupes orthogonaux et des groupes symplectiques, et qui se basent sur un certain nombre d'ingrédients, dont notamment la stabilisation de la formule des traces et le lemme fondamental démontré par Engo. En tous les cas, cette correspondance est maintenant établie, et on peut donc l'utiliser pour énoncer la conjecture locale de Gann-Gross-Prasad. Mais avant de revenir à cette conjecture, je voudrais encore faire un détour et vous introduire deux acteurs très importants, qui sont les facteurs L et epsilon locaux. Donc, il se trouve qu'en utilisant la correspondance de Langlands locale, on peut associer aux représentations irréductibles d'un groupe unitaire un certain nombre d'invariants arithmétiques. Donc, la construction générale, c'est la suivante. Si vous partez d'un paramètre de Langlands phi et d'une représentation ρ du L groupe, vous pouvez associer à ces données tout d'abord une fonction L locale, qui est en fait une fonction d'une variable complexe S, et un facteur epsilon local, qui est un nombre complexe non nul,
qui lui dépend à nouveau du choix d'un caractère additif, du corps de base, et qui sont en fait associés simplement à la composée de ρ et de φ, qui est une représentation du groupe de Weil de ligne. Alors, les facteurs L locaux sont assez faciles à définir, puisque par exemple, dans le cas p-adique, si la composée de ρ avec φ est triviale sur le facteur SL2, ce facteur L local, c'est essentiellement l'inverse d'un polynôme caractéristique, en la variable q à la puissance moins s, du Frobenius géométrique, agissant sur le sous-espace des invariants par le sous-groupe d'inertie. Et puis, en général, dans le cas p-adique, on a une formule analogue en prenant en compte l'action de SL2. Et dans le cas archimédien, on peut même écrire des formules explicites pour ces facteurs L locaux, comme produit de fonctions gamma et de puissance de 2 et de pi. Les facteurs epsilon, quant à eux, sont des invariants beaucoup plus subtils, puisqu'ils sont caractérisés en fait, par une liste de propriétés qui les définissent uniquement, si ceci existe, mais leur existence, c'est un théorème difficile, dû indépendamment à Langlands et de ligne. Et comme je l'ai expliqué au début, ce sont ces facteurs epsilon locaux qui vont jouer un rôle dans la conjecture locale de Gann-Gross-Prasad. Et la conjecture globale, quant à elle, fera intervenir des fonctions L, c'est-à-dire les analogues globaux des fonctions L locales. On peut néanmoins utiliser ces facteurs L locaux pour caractériser du côté des paramètres de Langlands certaines propriétés des représentations qu'elles paramètrent. Donc un exemple, c'est le suivant. On dira qu'un paramètre phi est générique si la fonction L adjointe, c'est-à-dire la fonction L associée à la représentation adjointe du L groupe sur son algèbre de Lie, n'a pas de pôle en S égale 1. Et il se trouve que cette propriété d'être générique est équivalente au fait que le L paquet de représentation correspondant à phi contient une, et en fait une seule, représentation pi, que l'on appelle aussi générique, c'est-à-dire qui possède une forme linéaire nθ équivariante, où nθ, c'est la donnée de Whittaker que l'on a fixée. Et puis, donc ces paramètres, en fait, ces paramètres génériques sont ceux qui vont nous intéresser. Et puis, il y a une deuxième classe de paramètres de Langlands que l'on va considérer, qui sont les paramètres tempérés. Donc, un paramètre est tempéré si l'image par celui-ci du groupe de Weil est relativement compacte. Et cela est équivalent du côté des représentations à dire que le L paquet correspondant ne contient que des représentations que l'on appelle aussi tempérées, c'est-à-dire qui apparaissent faiblement celle 2 du groupe. Et en fait, il existe aussi une caractérisation de ces représentations tempérées par une condition de croissance des coefficients. Et puis, je précise quand même, c'est important, que tempéré, c'est plus faible que... Enfin, les paramètres tempérés sont automatiquement génériques et ça interviendra dans la suite. Alors maintenant, je peux revenir à la conjecture locale de Gann-Gross-Prasad. On revient à la situation initiale. Je rappelle qu'on avait introduit donc, deux espaces hermitiens ou anti-hermitiens W et V de codimension 1 ou 0, suivant qu'on soit dans le cas hermitien ou anti-hermitien. J'avais noté G le produit des groupes unitaires et H le petit groupe unitaire, plongé diagonalement dans G. Et puis on avait défini une certaine fonction multiplicité sur l'ensemble des représentations irréductibles de G, données comme la dimension d'un certain espace d'entrelacement. Donc c'est cette multiplicité que l'on veut décrire. Et à nouveau, comme dans le cas de la correspondance de Langlands locale, la conjecture de Gann-Gross-Prasad locale s'énonce plus simplement. Si l'on considère plusieurs groupes à la fois, donc il faut à nouveau considérer un groupe et toutes ses formes intérieures pures. Plus précisément, il faut considérer ici les formes intérieures pures du triplet GH mu. Et ce sont des triplets G', H', nu', qui sont construits exactement de la même manière, en partant de deux espaces hermitiens ou anti-hermitiens, W' et V', de même dimension que W et V, avec la condition de cohérence que V' sur W' est isomorphe à W sur V. Donc en d'autres termes, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste varier le petit espace hermitien ou anti-hermitien W et qu'on garde fixé le complémentaire orthogonal de W dans V. Donc les groupes G' qu'on a ainsi obtenus, on les appellera les formes intérieures pures relevantes de G, et c'est elles qui vont intervenir dans la conjecture locale de Gann-Gross-Prasad. Pour énoncer cette conjecture locale, on choisit maintenant deux paramètres de Langlands, phi et phi' de nos groupes unitaires, qui paramètrent donc des ensembles finis de représentation de ces groupes unitaires. On identifiera, comme tout à l'heure, ces paramètres de Langlands à des représentations petit phi et petit phi' du groupe de Weil de ligne de E, qui sont conjugués duales d'un certain signe. On fixera aussi B et B', donc des formes conjuguées duales sur l'espace de ces représentations, qui sont de bons signes.
Et donc ce qui est très important maintenant, comme j'ai expliqué il y a un instant, ces paramètres de Lagrange phi et phi' déterminent des ensembles finis de représentation, qui s'appellent les L-paquets, et ces L-paquets sont paramétrés par des caractères dans certains groupes finis S phi et S phi'. Et donc, suivant Gann-Gross et Prasad, on peut définir deux caractères distingués de ces ensembles, de ces groupes finis, S phi et S phi'. Donc je définis par exemple le caractère que j'ai noté ici eta, et vous avez un caractère analogue eta' pour S de phi'. Ce caractère eta, c'est ici qu'interviennent les facteurs epsilon, il est essentiellement donné par des valeurs facteurs epsilon locaux. Donc la définition c'est la suivante, vous prenez un élément S dans le groupe abélien fini S phi, que vous relevez en un élément, donc arbitrairement en un élément dans ce groupe hôte de phi b, qui je rappelle est un groupe d'automorphisme linéaire de la représentation phi. Vous prenez la sous-représentation où S agit comme -1, et vous prenez le facteur epsilon de cette représentation tensorisé par phi', dans le cas hermitien, et éventuellement encore tensorisé par un certain caractère, qui est le caractère dont on avait besoin pour définir le problème de restriction dans le cas anti-hermitien. Donc ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que ces caractères définis par Gann-Gross et Prasad, c'est ici qu'interviennent les facteurs epsilon locaux. Donc je peux maintenant énoncer la conjecture locale de Gann-Gross-Prasad. Vous avez vos deux paramètres de Langlands. On va supposer générique. C'est la condition, c'est la bonne condition à imposer sur ces paramètres. Et alors, je vais énoncer la conjecture en deux temps. Un premier temps, cette conjecture stipule la chose suivante. Si vous sommez sur toutes les formes intérieures pures, que j'ai appelées relevantes de G, et vous sommez à ce moment-là sur toutes les représentations qui appartiennent au L paquet correspondant à mes paramètres phi et phi', la multiplicité, si vous sommez cette multiplicité, vous trouvez 1. Donc on parle de propriété de multiplicité 1 dans les L paquets. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que ceci signifie simplement que lorsque je prends l'union disjointe sur toutes les formes intérieures pures relevantes G', des L paquets correspondants, il existe une unique représentation dans cette union disjointe qui est distinguée, c'est-à-dire multiplicité 1. La deuxième partie de la conjecture, elle précise quelle représentation est distinguée. Donc plus précisément, la représentation distinguée, c'est précisément la représentation qui est paramétrée par les caractères eta et eta' définis par Gann-Gross et Prasad. Donc c'est ici qu'interviennent les facteurs epsilon locaux. Et c'est sans doute la partie la plus subtile de la conjecture. Donc comme je l'ai dit au début, cette conjecture a été démontrée dans un certain nombre de cas. Tout d'abord par le travail fondateur de Walspurgé et Meuglin-Walspurgé, qui ont démontré la conjecture pour l'analogue de cette conjecture, puisque je n'ai parlé que des groupes unitaires ici, pour les groupes spéciaux orthogonaux sur un corps p-adique. Cette preuve, je l'ai adaptée dans ma thèse pour traiter les groupes unitaires hermitiens p-adiques. Et puis, à la suite de cela, Gann et Ishino, d'une part, puis Hiraku et Tobe, ont montré comment on pouvait en déduire de ces deux résultats la conjecture, d'une part, pour les groupes unitaires anti-hermitiens, et d'autre part, la conjecture pour les groupes symplectiques, que je n'ai pas énoncé, en utilisant la correspondance θ. Donc, comme je vais l'expliquer, la correspondance θ permet de transférer ces deux résultats pour obtenir les deux derniers cas de la conjecture de Gann-Gross-Prasad locale. Donc tous ces résultats ne parlent que des groupes p-adiques. Il existe quelques résultats partiels dans le cas archimédien. Plus précisément, j'ai démontré la première partie de la conjecture, c'est-à-dire la propriété de multiplicité 1 dans les L paquets tempérés. Et puis, indépendamment, Hongju-He a montré la conjecture dans sa totalité pour un sous-ensemble strict de l'ensemble des paramètres tempérés, qu'on appelle les paramètres discrets, par des méthodes différentes, utilisant à nouveau la correspondance θ locale. Alors, donc voilà pour le statut de cette conjecture. Je voudrais maintenant donner quelques indications rapides sur les preuves. Tout d'abord sur la preuve dans le cas hermitien, qui, comme je le viens d'expliquer, est une adaptation d'un travail de Walspurgé dans le cas des groupes orthogonaux. Et alors dans ce cas, en fait, l'ingrédient essentiel à la preuve, c'est une certaine formule intégrale qui calcule la multiplicité, m de pi, en fonction du caractère de la représentation. Alors pour illustrer cette formule, je considère tout d'abord le cas simple où le groupe G est compact. Alors si G est compact, vous savez qu'une représentation irréductible de G est dimension finie, et vous pouvez définir son caractère de la façon usuelle en prenant sa trace, caractère que je note θ pi.
Et dans ce cas-là, les relations d'orthogonalité entre caractères vous donnent immédiatement une formule pour cette multiplicité. M de pi est égal à l'intégrale sur h du caractère de la représentation. Expression que l'on peut réécrire sous la forme d'une intégrale portant sur l'ensemble des classes de conjugaison dans H pour une certaine mesure des gamma. Et c'est cette formule qui a été généralisée par Wels-Purgé dans le cas des groupes orthogonaux. Et donc en général, c'est beaucoup plus subtil. Il y a une première difficulté qui est que lorsque le groupe G n'est pas compact, les représentations irréductibles de ce groupe sont en général de dimension infinie et que vous ne pouvez pas définir le caractère de la représentation simplement en prenant la trace. Alors dans ce cas, la solution à ce problème elle a été apportée par un résultat très profond d'Harishchandra. Vous pouvez quand même définir un caractère de la façon suivante. Prenez une fonction f lisse à support compact sur votre groupe G. Vous pouvez toujours intégrer la représentation pi contre cette fonction f. Vous obtenez un certain opérateur de convolution, pi de f, qui se trouve toujours avoir une trace bien définie. Cet opérateur est traçable. Il est même de rang fini dans le cas p-adique. Et vous obtenez ainsi une certaine distribution sur le groupe G. Et le résultat d'Harishchandra affirme que cette distribution est toujours représentable par une fonction, θ pi, qui est donc localement intégrable, et qui est même lisse sur le lieu régulier. Et donc c'est cette fonction qu'on appelle le caractère de la représentation. Et ce que démontre Wels-Purgé dans le cas des groupes orthogonaux, qui se généralise au cas des groupes unitaires hermitiens, c'est qu'on a une certaine formule pour la multiplicité m de pi, analogue à celle que l'on a dans le cas compact, où on intègre à nouveau, alors pas tout à fait le caractère, mais une certaine régularisation de ce caractère, puisque en fait on va voir apparaître dans cette formule des orbites singulières. Et comme j'ai précisé, au point singulier, le caractère n'est pas tout à fait bien défini. Intégrale sur un certain ensemble de classes de conjugaison, qui ne sont pas toutes les classes de conjugaison dans H cette fois, mais qui sont certaines classes de conjugaison elliptiques. Donc ça c'est le premier ingrédient essentiel de la preuve de Wels-Purgé. Et il permet en fait, cette formule, elle permet en fait déjà d'établir la première partie de la conjecture, c'est-à-dire ce que j'ai appelé la propriété multiplicité 1 dans les L paquets. Pour arriver à la deuxième partie de la conjecture, qui fait intervenir les facteurs epsilon, on a besoin d'une autre formule analogue pour certains facteurs epsilon de paire, plus précisément pour des facteurs epsilon de paire associés à deux représentations pi1 et pi2 de groupes linéaires sur E qui sont conjugués duales. Donc en ce sens qu'ils sont isomorphes, leur contragrédiente est isomorphe à leur conjuguée par sigma, et correspondant aux représentations de groupes linéaires de rang qui sont de parité différente. Et donc on dispose, effectivement, Wels-Purgé démontre qu'il existe une formule intégrale pour ces facteurs epsilon de paire en termes de caractères que l'on dit tordus des représentations pi1 et pi2. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait les caractères des représentations pi1 et pi2, mais ce sont des caractères d'extension de ces représentations à un groupe linéaire non connexe, produit semi-direct des groupes linéaires sur E par un certain automorphisme extérieur. Donc c'est ces caractères-là qui interviennent dans la formule pour les facteurs epsilon de paire. Et le troisième ingrédient essentiel à la preuve de Wels-Purgé, ce sont les fameuses relations endoscopiques dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui permettent en fait, très grosso modo, d'exprimer les caractères des représentations de groupes unitaires, qui apparaissent donc dans la formule pour la multiplicité, en termes de caractères tordus sur les groupes linéaires, comme dont on vient de parler. Donc très schématiquement, on obtient la chose suivante. Vous prenez la formule pour la multiplicité, m de pi, et vous exprimez le caractère qui apparaît dans cette formule en termes de ces caractères tordus sur des groupes linéaires, et vous aboutissez à une expression qui se réexprime par la deuxième formule pour les facteurs epsilon en termes de facteurs epsilon locaux. Et vous aboutissez en fait à une expression qui est précisément celle prédite par la conjecture de Gane, Gross et Prasad. Donc ça c'est pour la preuve de Wels-Purgé. Maintenant je voudrais dire un mot rapide sur la preuve de Gane et Ishino dans le cas anti-hermitien. Donc cette preuve, comme je l'ai dit tout à l'heure, se base sur une certaine correspondance qu'elle appelle la correspondance θ locale, auquel je fais donc un bref rappel. Cette correspondance θ locale, elle est associée à des paires qu'on appelle réductives duales dans un groupe symplectique. C'est une paire qui consiste, vous avez deux groupes réductifs, U0 ou U1, qui sont les centralisateurs l'un de l'autre. Pour simplifier, on va supposer que ces groupes sont relevés dans l'extension métaplectique. Cette extension métaplectique, je rappelle, elle possède une représentation particulière qui s'appelle la représentation de Weil.
Et lorsque vous restreignez cette représentation de Weil à cette paire réductive duale et que vous prenez une représentation irréductible de U0, vous pouvez considérer le quotient pi isotypique maximal, qui est nécessairement de la forme pi tensorisée avec une représentation de U1, que je note grand θ de pi, représentation qui se trouve être toujours de longueur finie, et qui a même la bonne propriété d'avoir un unique quotient irréductible, que je note petit θ. Donc ça, c'est un résultat assez profond. C'est ce qu'on a appelé la conjecture de dualité de Hao, qui a été démontrée par Walspurger en caractéristiques résiduelles différentes de 2, puis étendue en toutes caractéristiques résiduelles par Gane et Takeda. Et donc, cette application qui a pi associe petit θ de pi, c'est une bijection partiellement définie, puisqu'il faut en fait que le grand θ soit non nul. Mais c'est une bijection partielle entre l'ensemble des représentations irréductibles de U0 et de U1. Et c'est ce qu'on appelle la correspondance θ locale. Alors, le seul cas particulier de la correspondance θ qui va nous intéresser, c'est lorsqu'on choisit deux espaces, donc un espace hermitien et un espace anti-hermitien. Vous pouvez construire W et V, vous pouvez construire une paire réductive duale en prenant les groupes unitaires de W et V. Cela se réalise naturellement comme des sous-groupes de l'espace symplectique de la restriction de EAF du produit tensoriel. Je noterai juste grand θ de W et V, la correspondance θ dans ce cas. Et donc on a, bon, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que dans un certain espace symplectique, on peut réaliser deux paires réductives duales. La première paire réductive duale, vous avez le groupe unitaire d'un espace anti-hermitien de dimension n et un groupe unitaire de dimension n plus 1. Et puis la deuxième paire réductive duale, vous avez un produit de deux groupes unitaires d'espace anti-hermitien et le produit d'un groupe unitaire de rang n et d'un groupe unitaire de rang 1. Donc ceci se réalise dans un espace symplectique où vous tensorisez une représentation, un espace anti-hermitien de dimension n et un espace hermitien de dimension n plus 1. Et on a ce qu'on appelle un diagramme CISO où les flèches verticales signifient qu'on a des inclusions naturelles et les flèches diagonales signifient qu'on a des paires duales. Alors quand vous avez un diagramme CISO comme ceci, vous avez une relation entre des espaces d'entrelacement, ce qu'on appelle une identité CISO, qui est de cette forme-là. Mais tout ce que je veux dire, c'est que ces identités de CISO permettent de lier le problème de restriction dans le cas hermitien, qui apparaît à droite, au problème de restriction qu'on a dans le cas anti-hermitien, qui apparaît à gauche. Donc ça, c'est la partie facile de la preuve de Gane et Ishino. Et la partie difficile, c'est en fait de décrire cette correspondance θ locale en termes de correspondance de Langlands. On a certaines conjectures de Prasad qui décrivent ces correspondances θ locales précisément en termes de la paramétrisation de Langlands. Et une fois qu'on a ça, donc c'est ce que font Ishino et Ikeda, ils démontrent en fait vraiment un résultat sur la correspondance θ locale. Une fois qu'on a ça, on peut en déduire assez facilement la conjecture de Gane-Gross-Prasad locale dans le cas anti-hermitien à partir de la conjecture dans le cas hermitien. Alors je voudrais maintenant parler de la conjecture globale. Pour simplifier, cette fois, je me restreindrai complètement au cas hermitien, donc on ne parlera plus de représentation de Weil. Et donc pour la conjecture globale, la situation, on se donne une extension quadratique de corps de nombre, K' sur K. On notera K entre valeur absolue et l'ensemble des places de K. À une telle place, on notera V, on notera KV, le complété correspondant, et éventuellement OV, l'anneau des entiers, cette extension. Et puis on notera aussi K'V, le produit tensoriel de K' avec cette complétion. Donc c'est soit un complété de K', soit un produit de deux complétés de K'. On se donne comme tout à l'heure, on notera A, l'anneau des adèles de K, et puis signe de K' sur K, le caractère quadratique des classes d'idèles associées à l'extension. Donc on se donne comme tout à l'heure deux espaces hermitiens, W et V, avec W un hyperplan dans V, puis les groupes sont les mêmes que tout à l'heure. G, c'est le produit des deux groupes unitaires, et H, c'est le petit groupe unitaire, plongé diagonalement dans G. Alors je dois maintenant rappeler brièvement ce que sont ces fameuses formes automorphes. Les formes automorphes sont vraiment des fonctions sur le quotient, une forme automorphe pour G, sur le quotient des points adéliques de G sur les points rationnels, qui vérifient certaines conditions, qui sont d'abord des fonctions lisses, c'est-à-dire localement constantes aux places non archimédiennes et C infini aux places archimédiennes, et qui vérifient certaines conditions de finitude et de croissance à l'infini, que je ne préciserai pas, mais ce sont vraiment des fonctions sur le quotient. Et je noterai grand A de G, l'espace de ces formes automorphes,
qui est muni en fait naturellement d'une action par translation à droite des points adéliques de G. Et ce qui va nous intéresser, c'est en fait le sous-espace de ces formes automorphes qu'on appelle l'espace des formes automorphes cuspidales, c'est-à-dire des formes automorphes qui sont à décroissance rapide, en un certain sens. Et pour ce sous-espace, donc ce sous-espace des représentations cuspidales, la représentation induite de G2A se décompose très bien, puisqu'on a une décomposition de l'espace des formes cuspidales en somme directe de représentations irréductibles de G des ADL. Et de plus, ces représentations irréductibles de G des ADL, tout comme les ADL sont un produit semi-direct décomplété de K, ces représentations irréductibles se décomposent en fait naturellement comme un certain produit tensoriel, qu'on appelle le produit tensoriel restreint, sur toutes les places V de K de représentation locale, pi V. Et donc, comme je l'ai dit au tout début, la conjecture globale, elle porte sur certaines intégrales explicites de telles formes automorphes, qu'on appelle des périodes. Et la période de Gann-Gross-Prasad, elle est très simple. Elle est définie sur tout l'espace des formes cuspidales. Et à une forme cuspidale, phi, vous associez son intégrale sur H. C'est très simple. Donc on note cette période de grand P de H. Et donc ce qu'on va regarder, c'est la restriction de P de H, cette période, aux représentations irréductibles cuspidales, c'est-à-dire les sous-représentations de A cusp. Et on a alors, de façon évidente, si vous prenez la période et que vous la restreignez à une représentation cuspidale irréductible pi, si cette restriction est non nulle, vous disposez maintenant d'une forme linéaire H invariante explicite. PH est évidemment H invariante. Et donc vous en déduisez notamment que pi possède une forme linéaire H invariante. Donc, par contre, toutes les H invariante. Et cette condition cet espace de forme linéaire, c'est exactement l'espace d'entrelacement qui apparaît dans la conjecture locale. Donc vous avez une description, la description des représentations locales qui vérifient cette condition est précisément fournie par la conjecture locale de Gann-Gross-Prasad. Et la conjecture globale, elle va vous donner la réciproque à cette implication, qui n'est évidemment pas vraie sans hypothèse supplémentaire, et vous allez avoir une hypothèse supplémentaire de nature globale. Et cette hypothèse supplémentaire de nature globale, elle fait intervenir ce qu'on appelle les fonctions L automorphes, que maintenant je vais définir. Donc si on prend pi, une représentation automorphe cuspidale, alors il y a une petite hypothèse technique que je vais supposer presque partout générique. Donc tout à l'heure, j'ai défini ce que c'était qu'une représentation générique d'un groupe local. Alors cette condition, elle permet en fait de définir les fonctions L complétées directement à partir de la correspondance de Langlands, parce qu'en général, on a besoin d'une certaine extension de la correspondance de Langlands, qui s'appelle les paquets d'Arthur. Et de toute façon, la conjecture globale de Gann-Gross-Prasad, comme on le verra, ne portera que sur les représentations automorphes cuspidales qui vérifient cette condition. Alors, si on se donne ρ une représentation du L-groupe de G, vous pouvez associer une fonction L globale, Ls de pi ρ, qui est simplement donnée comme le produit de toutes les fonctions L locales que j'ai définies tout à l'heure. C'est un produit eulérien qui converge lorsque la partie réelle de S est assez grande. Et on s'attend conjecturalement à avoir dans tous les cas un prolongement méromorphe pour cette fonction L et une équation fonctionnelle qui relie la valeur en 1 moins S de cette fonction L à la fonction L duale. Et on va considérer donc, par la suite en fait, seulement deux fonctions L globales. La première, qui est mineure en fait, c'est la fonction L globale adjointe, toujours associée à la représentation adjointe du L groupe sur son algèbre de Lie. Et la deuxième, qui est très importante, c'est la représentation que je noterai grand R, que l'on peut définir comme suit. Vous prenez donc G chapeau, je rappelle, c'est la composante neutre du L groupe. Ce L groupe, c'est un produit de deux groupes linéaires, W chapeau et W chapeau. Ces groupes linéaires, ils possèdent des représentations dites standards. Vous pouvez faire agir les groupes linéaires sur l'espace sur lequel ils agissent naturellement. Et ça, vous en faites une représentation de G chapeau fois le groupe de Weil de K', et vous induisez maintenant, c'est un sous-groupe d'indice 2 dans le L groupe de G, vous induisez à L de G. Donc ça vous donne une représentation complexe du L groupe, et vous pouvez définir une fonction L correspondante. Donc on dispose maintenant de deux fonctions L. Et il se trouve que pour ces fonctions L, on connaît les propriétés attendues, elles ont même un prolongement holomorphe, et on connaît les équations fonctionnelles. Donc ceci découle de deux choses. Tout d'abord, du travail de Mock, Kaleta, Mingashin et White sur la classification des représentations automorphes de groupes unitaires, alliés à des résultats de Shahidi et de Jacquet, Piateski, Shapiro et Chalika pour certaines fonctions L sur les groupes linéaires. Alors pour être un tout petit peu plus précis, en fait, ce que
Mock, Kalita Mingashin et White montrent, c'est que si donc vous prenez la représentation automorphe cuspidale pi, vous pouvez la décomposer en produit tensoriel de représentation cuspidale πn et πn plus 1, des groupes unitaires de W et de V. Et ce qui montre, c'est l'existence d'une certaine représentation automorphe de groupes linéaires, GLN et GLN plus 1, sur K', qu'on appelle les changements de base de πn et πn plus 1, que je noterai comme ça, BC de πn et πn plus 1, de sorte que la fonction L, disons celle associée à la représentation que j'ai notée grand R, de pi, s'identifie à une fonction L de paire qui a été étudiée par Jacquet, Piasecki et Shapiro, associée à ces deux changements de base. Donc c'est comme ça qu'on démontre que la fonction L que l'on va étudier possède des bonnes propriétés, parce que ces bonnes propriétés, elles ont été démontrées du côté des groupes linéaires par Jacquet, Piasecki, Shapiro et Chalika. Donc je noterai cette fonction L encore plus simplement, ls de bc de pi, ou bc de pi, en fait c'est le changement de base de pi. Je peux maintenant énoncer la conjecture globale de Gagnon-Prasad. Donc vous prenez, comme précédemment, une représentation automorphe cuspidale et réductible qui est presque partout générique, et alors les conditions suivantes sont équivalentes. Tout d'abord, la période restreinte à pi est non nulle, et la deuxième condition, que vous avez une condition locale qu'on a vue est nécessaire pour avoir une période non nulle, c'est que tous les espaces d'entrelacement locaux sont non nuls. Et puis après, vous avez une condition globale qui est que la valeur centrale de la fonction L du changement de base de pi est non nulle. Donc ça, c'est la conjecture globale de Gagnon-Prasad. Et comme je l'ai dit au tout début, il existe en fait un raffinement de cette conjecture qui va relier directement, sous la forme d'identité, qui relie directement cette période, P de H, à la valeur centrale de la fonction L du changement de base de pi. Alors je voudrais énoncer maintenant cette conjecture. Donc on prend maintenant encore pi, une représentation irréductible cuspidale de G. Et cette fois, on lui impose une condition un peu plus stricte. On suppose qu'elle est partout tempérée, c'est-à-dire que toutes les représentations locales associées à pi sont tempérées. Alors, cette hypothèse va nous permettre de définir ce qu'on appelle des périodes locales. Alors, les représentations tempérées sont toujours unitaires, donc je peux fixer un produit scalaire G invariant sur les composantes locales de pi. Et en utilisant ce produit scalaire, je peux définir des périodes locales qui sont en fait juste données, c'est des formes sesquilinéaires sur pi v, qui sont juste données en intégrant les coefficients de la représentation pi v sur le sous-groupe H. Et donc l'hypothèse tempérée, elle intervient ici dans le fait que l'intégrale est absolument convergente. Donc ces périodes locales, elles vont intervenir dans la conjecture de Ishino-Ikeda, qui, je l'ai dit, est une formule explicite, et donc pour cela, on doit normaliser les mesures convenablement. Alors il se trouve que globalement, on possède des mesures canoniques qui s'appellent les mesures de Tamagawa, et on normalise la période globale en utilisant cette mesure de Tamagawa. Et puis on normalise les périodes locales à partir de mesures de R qui factorisent globalement la mesure de Tamagawa. Dans la conjecture donc, de Ishino-Ikeda, on va voir apparaître un certain quotient de fonction L, qui est le suivant, là. Ls de pi, c'est essentiellement le quotient de la fonction L du changement de base de pi sur la fonction L adjointe de pi décalée de 1,5. Et puis vous avez un certain facteur supplémentaire qui est un produit fini de valeur spéciale fonction L de Hecke, ici. Et puis il se trouve que pour tout vecteur factorisable, phi de la représentation pi, la période locale coïncide en presque toute place avec la valeur en 1,5 de ce quotient de fonction L, enfin, l'analogue local de ce quotient de fonction L en 1,5, enfin, fois la norme du vecteur phi v. Et du coup, on va définir des périodes normalisées en divisant cette période locale restreinte à pi v par la valeur à 1,5 de ce quotient de fonction L. Donc ce sont les deuxièmes, donc ces périodes locales normalisées vont être le deuxième ingrédient essentiel qui apparaissant dans la conjecture de Ishino-Ikeda, que maintenant je peux formuler. Donc on prend à nouveau pi, une représentation automorphe cuspidale partout tempérée. Et alors pour tout vecteur phi factorisable, dans la représentation automorphe cuspidale pi, on doit avoir une identité de cette forme-là. Alors à gauche, vous avez essentiellement le carré du module de la période, divisé par le produit scalaire, donc une certaine norme de phi pour le produit scalaire de Peterson. Et puis à droite, vous avez essentiellement le produit de ces périodes locales normalisées en toutes les places. Et puis vous avez un facteur global qui fait intervenir ce quotient de fonction L en 1,5 à nouveau. Et puis surtout, vous avez une autre contribution globale, qui est en fait l'inverse du cardinal d'un certain groupe abélien fini, SP, que je ne vais pas définir,
et qui est en fait un certain analogue global des groupes finis et S-phi que j'ai définis tout à l'heure et qui apparaissent dans la correspondance de Langlands locale. Donc ça, c'est la conjecture d'Ishino-Ikeda. Alors, quelques remarques sur cette conjecture. C'est que tout d'abord, on peut montrer que ces périodes locales sont non nulles si et seulement si la représentation πV est distinguée. Donc vous avez un sens qui est facile, c'est si la période locale est non nulle, vous obtenez un élément explicite de cet espace d'entrelacement. On peut démontrer aussi on peut démontrer que c'est en fait une équivalence. Et donc, du coup, cette conjecture, comme on le voit, elle implique la conjecture de Gann-Gross-Prasad globale, au moins dans le cas où π est partout tempéré. Parce que le membre de droite va être non nul, c'est seulement si les périodes locales sont non nulles et la fonction L globale est non nulle en son ensemble de symétrie. Alors en fait, cette hypothèse de tempérer partout, elle est censée, au moins conjecturalement, c'est ce qu'on appelle la conjecture de Ramanujan généralisée, être équivalente à la condition qui apparaît dans la conjecture globale de Gann-Gross-Prasad, que π soit presque partout générique. Alors on est loin de connaître la conjecture de Ramanujan généralisée en général, mais on peut néanmoins énoncer une conjecture d'Ishino-Ikeda un peu généralisée, sous cette dernière hypothèse que π est presque partout générique, et qui est a priori plus faible, à condition de définir les périodes locales. Alors le problème pour définir les périodes locales dans ce cas-là, c'est que les intégrales qui les définissent ne sont plus tout à fait absolument convergentes, mais on peut quand même obtenir des périodes locales par un certain procédé de prolongement holomorphe. Enfin, je ne parlerai pas de ce prolongement holomorphe. Et donc ça, c'est la conjecture d'Ishino-Ikeda. Et comme je l'ai dit, ces deux conjectures de Gann-Gross-Prasad et Ishino-Ikeda ont été démontrées dans un certain nombre de cas. Alors, il y a tout d'abord une série de papiers de Ginsberg, Jiang et Rallis qui précèdent en fait la formulation de ces conjectures et qui démontrent un sens de la conjecture globale de Gann-Gross-Prasad, c'est-à-dire que si la période globale est non nulle, alors la valeur centrale de fonction L est non nulle, ceci sous une hypothèse supplémentaire de généricité. Ensuite, comme je l'ai dit au début, la formule de Walsh-Purgé, dont j'ai énoncé un cas particulier au tout début, constitue en fait le cas n égale 1 de la conjecture, pour U1 et U2. Et c'est aussi, en fait, on retrouve avec la formule de Walsh-Purgé la conjecture analogue pour les groupes spéciaux orthogonaux dans le cas de SO2 et SO3. Toujours dans le cas des groupes spéciaux orthogonaux, Ishino a démontré, donc plus récemment en 2008, la conjecture pour la paire SO3 et SO4. Et puis surtout, comme je l'ai dit, on a des résultats de Zhang, qui, à la suite de travaux préliminaires de Jacquet Rallis et Ziwei Yoon, a montré tout d'abord la conjecture globale de Gann-Gross-Prasad sous certaines hypothèses. Donc vous avez deux hypothèses. La première, c'est que toutes les places archimédiennes de K sont déployées dans l'extension K'. Et vous avez une deuxième hypothèse, qu'il existe deux places, V0 et V1 de K, en lesquelles π et supercuspidale est tempéré respectivement. Donc c'est les restrictions dont je parlais au début, et en fait ces restrictions sont presque toutes levées, puisque tout d'abord, par un résultat ultérieur de Hang-Sue, on peut lever la première hypothèse concernant les places archimédiennes, et puis certains résultats plus récents de Chaudoir et Zidor permettent de se passer même d'une des deux conditions dans la deuxième hypothèse, à savoir que la représentation π est tempérée en une place. Zhang a aussi démontré la conjecture d'Ishino-Ikeda sous certaines conditions. Alors cette fois, les conditions sont beaucoup plus restrictives. Plus précisément, on doit à nouveau supposer que toutes les places archimédiennes de K sont déployées dans K'. On doit supposer aussi l'existence d'une place B0, ce sont des places déployées, pardon, à chaque fois, dans l'extension, en laquelle la représentation π est supercuspidale. Et surtout, on a une troisième condition qui est très restrictive, qui est qu'en toute place V de K qui est inerte dans l'extension, la représentation π est soit supercuspidale, soit non ramifiée. Alors, bon, en fait, on peut maintenant lever la troisième hypothèse. J'ai montré que celle-ci était inutile. Et puis, dans un travail en cours de rédaction, j'ai aussi démontré qu'on pouvait lever la première hypothèse sur les places archimédiennes, à condition d'introduire un signe indéterminé dans cette conjecture d'Ishino-Ikeda. Alors, comme on va le voir, la démonstration par Zhang de ces deux résultats se base sur une approche qui a été proposée par Jacquet et Rallis et qui utilise certaines formules des traces, qu'on appelle les formules des traces relatives.
Et en fait, Zhang utilise des formes simples de ces formules des traces. Et c'est l'utilisation de ces formes simples qui impose des conditions locales dont je viens de parler. Donc les conditions locales qui restent, à savoir essentiellement qu'on doit supposer toujours que pi est supercuspidal dans une place déployée, devraient pouvoir être levées maintenant par un travail en cours de Chaudoir-Isidore sur ces formules des traces relatives de Jacquet Rallis. Et puis, bon, comme je l'ai dit aussi, les conjectures analogues dans le cas entier hermitien, elles ont été démontrées par des méthodes similaires par Hang Sue à la suite de travaux préliminaires de Yifang Liu. Donc ça, c'est pour le statut des conjectures. Et je voudrais encore prendre 5 minutes pour vous donner de brèves indications sur la preuve de Zhang, la conjecture globale de Gann-Gross-Prasad. Comme je viens de le dire, cette preuve se base sur une approche développée par Jacquet et Rallis de comparaison entre formules des traces relatives. Alors, ces formules des traces relatives sont des expressions de la forme suivante. G0, donc c'est une intégrale sur H1 fois H2, enfin les quotients des points adéliques de H1 et H2 par les points rationnels. Où G0, c'est un groupe réductif sur notre corps de nombre K. H1 et H2 sont des sous-groupes algébriques. On fait intervenir aussi eta1 et eta2 sont des caractères automorphes des sous-groupes H1 et H2. F, c'est une certaine fonction test. Li, c'est un support compact sur le groupe G0. Et puis, c'est très important, cette fonction kf de deux variables, c'est en fait le noyau de l'action de f par convolution sur l'espace L2 de G0 des ADL sur G0 des points rationnels. Donc ces formules des traces, elles ont été introduites et développées depuis maintenant bientôt 30 ans par Jacquet et ses co-auteurs. Et Jacquet et Rallis proposent notamment d'étudier les formules des traces dans les deux cas particuliers suivants. Donc dans le premier cas, on considère les groupes qui interviennent dans la conjecture globale de Gann-Gross-Prasad. G0, c'est le produit de nos deux groupes unitaires. H1 et H2, c'est le petit groupe unitaire sur lequel la période est définie. Et les caractères eta1 et eta2 sont simplement triviaux. Donc dans ce cas-là, je noterai la distribution. Donc ça, c'est une distribution en F, cette formule des traces relative, J de F. Puis, comme je l'ai dit, on va devoir comparer cette formule des traces relatives à une autre formule des traces relatives, où les groupes sont un peu différents. Donc cette fois, le groupe G0, c'est ce que je noterai G', c'est le produit de GLN, un groupe GLN sur K', et du groupe GLN plus 1 sur K'. H1, c'est le groupe GLN sur K' que l'on plonge diagonalement dans G'. Donc l'identité sur le premier facteur et l'inclusion naturelle sur le deuxième facteur. H2, c'est le même produit de groupe linéaire, mais cette fois sur le corps K, l'autre corps de base. Eta1 est trivial et eta2, c'est un certain caractère quadratique que je ne définirai pas. Bon, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a deux formules des traces, une que je note J de F et l'autre que je note I de F'. Alors, comme je l'ai dit, ces formules des traces relatives, elles sont définies par des expressions de ce type-là. Et simplement, une grosse subtilité, c'est que telles expressions sont en général absolument divergentes. Et donc il y a deux solutions pour pallier à ce problème. Une des deux solutions, donc, soit d'introduire une série de truncations, comme le fait Arthur, soit, plus simple, et c'est ce que fait Zhang, de se restreindre à certains espaces de bonnes fonctions test, f et f', pour lesquels tous les problèmes de convergence disparaissent. C'est ce qu'on appelle les formules des traces simples. Et donc pour de bonnes fonctions test, ces expressions ont un sens et on peut les développer de deux façons, c'est ça qui est intéressant. Vous avez tout d'abord à gauche ce qu'on appelle le développement géométrique de ces formules des traces relatives, qui font intervenir, alors certains, ces objets grand O de gamma f et grand O de delta f', ce qu'on appelle des intégrales orbitales relatives, sont certaines intégrales sur les doubles classes par H1 et H2. Et on ne considère que des intégrales sur certaines doubles classes que l'on qualifie de régulières semi-simples, c'est-à-dire pour lesquelles l'action par bimultiplication de deux groupes H1 et H2, pour cette action, le stabilisateur de l'élément est trivial et la double classe est fermée dans la classe est fermée par la Zariski, ce qui permet d'avoir des intégrales orbitales qui sont absolument convergentes. Ça, c'est le côté géométrique. Et du côté spectral, on obtient essentiellement des sommes sur les représentations irréductibles cuspidales de nos groupes G et G', de distributions qu'on appelle des caractères relatifs, JPF et IPF', qui sont définis de la façon, là, sont définis sur la dernière ligne de mon transparent, et qui font intervenir dans leur définition en fait, de façon naturelle.
pourquoi l'étude de ces formules des traces relatives est intéressante. Des périodes. Donc du côté des groupes unitaires, on voit apparaître la période Gann-Gross-Prasad ici. En fait, on voit apparaître le produit de deux périodes, tout comme dans la conjecture d'Ishino-Ikeda. Et du côté linéaire, on voit apparaître le produit de la période sur le sous-groupe H1 et de la période sur le sous-groupe H2, en fait tordu par le caractère quadratique. Donc ces caractères relatifs sont de façon évidente reliés aux périodes. Et on peut démontrer en fait simplement que le caractère relatif du côté des groupes unitaires est non nul si et seulement si la période de Gann-Gross-Prasad est non nulle. Et puis le caractère relatif du côté des groupes linéaires est non nul si et seulement si les deux périodes qui y apparaissent, donc sur le sous-groupe H1 et sur le sous-groupe H2, sont toutes les deux non nulles. Alors, il se trouve que ces périodes du côté des groupes linéaires ont été étudiées il y a bien longtemps et on sait les caractériser, plutôt leur nom d'annulation. Donc, plus précisément, la période sur H1 est non nulle si et seulement si la fonction L de paire associée à la représentation grand pi est non nulle en son centre de symétrie. Ça a été démontré par Jacquet, Piasecki, Shapiro et Chalika. C'est un corollaire de leur étude des fonctions L de paire. Puis d'un autre côté, la période sur H2, elle a été étudiée indépendamment par Flicker et Rallis. Et ces deux auteurs démontrent que la période est non nulle si et seulement si la représentation cuspidale grand pi provient par changement de base de groupe unitaire. Donc une conséquence de ces deux résultats, c'est qu'il suffit de démontrer, et c'est la remarque de Jacquet et Rallis, que le caractère sphérique global associé à ma représentation automorphe cuspidale petit pi est non nul, si et seulement si le caractère sphérique associé à son changement de base est non nul. Parce que vous obtenez exactement ce que vous voulez, vous obtenez celle-là est non nulle parce que c'est une représentation qui provient d'un changement de base de groupe unitaire, et la période sur H1 va être non nulle, si et seulement si la valeur centrale de la fonction L qui nous intéresse justement est non nulle. Et pour cela, Jacquet et Rallis proposent de comparer les deux formules des traces que je viens de vous introduire. Donc cette comparaison, elle procède comme suit. On va comparer non pas les côtés spectraux, qui sont ceux qui nous intéressent, mais plutôt les côtés géométriques. Et alors la première chose que définissent Jacquet et Rallis, c'est une certaine correspondance entre orbites, plutôt entre doubles classes. Donc ils construisent de façon naturelle une injection des doubles classes du côté des groupes unitaires dans l'espace des doubles classes du côté des groupes linéaires. Et donc pour comparer ces deux formules des traces, on cherche simplement des fonctions test simples, f et f', de sorte que les intégrales orbitales relatives correspondantes de deux orbites qui se correspondent sont égales. Ça permettra d'avoir une égalité entre les deux formules des traces relatives. Alors, bon, ces intégrales orbitales relatives se décomposent, si f et f' se décomposent elles-mêmes en produits de fonctions locales comme des produits d'intégrales orbitales relatives locales. Et du coup, Jacquet et Rallis ramènent le problème de la comparaison globale à un problème de comparaison globale. Et plus précisément, ils proposent de chercher des fonctions test locales maintenant, en une place V donnée, f de V et f' de V, telles que pour toute double classe se correspondant, gamma et delta, on ait l'égalité à nouveau entre les intégrales orbitales relatives à un facteur près, qu'on appelle le facteur de transfert, et qui en fait disparaissent globalement. Le produit des facteurs de transfert sur toutes les places, lorsque gamma et delta sont rationnels, vaut 1. Donc c'est ça, c'est le travail de Jacquet et Rallis. Et donc pour le réaliser, on a besoin de deux choses. Parce qu'en fait, les fonctions test qui sont produites de fonctions test locales sont tout d'abord égales en presque toute place aux fonctions caractéristiques des points sur les anodes entiers, mes groupes G et G'. Et donc la première chose qu'on a besoin de montrer, c'est ce qu'on appelle le lemme fondamental, c'est que ces deux fonctions caractéristiques correspondent au sens de Jacquet et Rallis, c'est-à-dire que les intégrales orbitales relatives sont égales au facteur de transfert près, en presque toute place. Alors ce lemme fondamental, il a été démontré par Yoon, Ziwei Yoon, en 2011, suivant des méthodes développées par Ngo dans sa preuve d'un autre lemme fondamental pour une formule des traces relatives, qu'on appelle le lemme fondamental de Jacquet-Yeh, en utilisant des méthodes de géométrie algébrique. Et puis le deuxième ingrédient dont on a besoin pour faire marcher le programme de Jacquet et Rallis, c'est un certain résultat qu'on appelle le transfert. C'est-à-dire qu'on a montré que pour toute fonction fv sur les groupes unitaires, on peut trouver une fonction f'v du côté des groupes linéaires qui lui correspondent, donc de sorte qu'on ait une inégalité entre les intégrales orbitales relatives, et puis qu'on puisse faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire passer du groupe linéaire au groupe unitaire.
Et donc c'est précisément ce résultat de transfert qui est le résultat principal démontré par Zhang et qui lui permet, au travers de l'utilisation des formules des traces simples de Jacques Alice, d'en déduire la conjecture globale de Gann-Gross-Prasad. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que j'ai pris déjà un peu trop de votre temps, je pense. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une brève question. La première formule de Valspurger que tu as donnée a servi à des problèmes de théorie des nombres plus classiques liés aux problèmes des nombres congruents, par exemple. Oui. Et est-ce que ces formules-là ont déjà eu des applications comme ça? Oui, il y a Michael Harris, il a tout un programme pour étudier les liens entre plutôt la conjecture d'Ishino-Ikeda, qui génère vraiment la formule de Valspurger, et par exemple la conjecture de Deligne sur les valeurs spéciales de fonctions L en valeurs critiques. Puis il y a aussi, je crois, des applications potentielles à la construction de fonctions L péadiques.